Le thème gestion et contrôle de la qualité, on va regarder dans un premier temps ce que j'appelle l'évolution des façons de gérer la qualité à travers le temps. La partie gauche consiste en un minimum qu'une entreprise devrait essayer d'instaurer, de mettre en place afin de gérer sa qualité. Tandis que le côté droit, c'est plutôt les entreprises de classe mondiale qui retrouvent ces différents éléments-là. Alors, côté gauche, qualité contrôlée, ça veut tout simplement dire qu'on constate la qualité ou la non-qualité au moyen de tests. Tandis que lorsqu'on regarde de l'autre côté, la qualité est plutôt considérée comme totale. Ce n'est pas seulement une question de produit, c'est une question de processus, c'est une question de matière, c'est une question de façon de faire, d'équipement, ressources personnelles, peu importe. D'un côté, le contrôle est plutôt a posteriori, donc on constate la qualité ou la non-qualité après coup. Tandis que pour une entreprise de classe mondiale, bien, le contrôle est a priori, est en amont du processus comme tel. D'un côté, les actions sont sur les effets, donc on retouche, on reprend le travail, on corrige, tandis que de l'autre côté, les actions sont sur les causes, donc ce qui mène à la non-qualité. D'un côté, l'action est sur le produit seulement, tandis que de l'autre côté, l'action, c'est sur toute l'entreprise que ça se produit. À gauche, le client est considéré comme un acheteur, alors s'il n'est pas satisfait, il ira ailleurs. De l'autre côté, le client est considéré comme un utilisateur et l'utilisateur a son mot à dire sur la façon dont le produit va être utilisé. Je parle de produit, mais ça pourrait être un service aussi. D'un côté, la qualité. Il n'y a pas un prix qui est associé à ça, tandis que de l'autre côté, on peut en faire une évaluation sur le plan économique. Le contrôle est l'affaire de l'inspecteur dans un minimum de façon de gérer la qualité. Donc, un inspecteur, une armée de gens qui vont faire des inspections, des tests, voir qu'est-ce qu'il y en est. De l'autre côté, c'est l'affaire de tout le monde. D'un côté, la qualité, c'est plutôt un coût. De l'autre côté, on considère la qualité comme un investissement. On a des exemples d'entreprises qui misent sur la qualité pour vendre leurs produits, vendre leurs services. La non-qualité, il y a des conséquences à ça. Le plus évident, c'est évidemment ce qui concerne la productivité et les coûts qui sont engendrés. Le fait de reprendre le travail, c'est du temps qu'on aurait pu consacrer à un aspect productif. Et évidemment, reprendre le travail, c'est un coût supplémentaire. Reprendre le travail ou remplacer un produit ou une partie de produit par de la matière nouvelle, ça engendre des coûts, c'est aussi une perte de productivité. D'autre part, au sens plus large, la non-qualité peut mener à des pertes de parts de marché, ça peut affecter l'image de l'entreprise, de manière négative, bien entendu. Il peut y avoir de la responsabilité civile qui est associée à la non-qualité. On peut penser à General Motors aux États-Unis qui a été affecté par un recours collectif de plusieurs milliards de dollars à cause d'une petite pièce de quelques sous dans un véhicule et ça causait des accidents. Il y a eu des blessés graves, il y a eu des morts aussi. Parlant de coûts comme tel, de la non-qualité, on peut classifier les coûts de non-qualité en deux grands ensembles, les coûts de défaillance et les coûts des plans et programmes. Dans chacune des parties, il y a une catégorie. Alors, ce qu'on entend par un coût de défaillance externe, c'est évidemment lorsque le problème survient chez le client, chez l'utilisateur.
On remplace le produit, le client se présente, il ramène son produit, on le remplace ou encore il retourne le produit, on paie le retour, le transport, on renvoie un nouveau produit. Ça fait partie des coûts de défaillance externe. Mais il y a au-delà de ça, en termes de coûts de défaillance externe, pas seulement des coûts lorsqu'il y a un problème avec le produit dans les mains du client. Tout ce qui est support à la garantie, ça fait partie des coûts de défaillance externe, même si on ne remplace pas le produit, même s'il n'y a pas de problème avec le produit chez le client. Alors, on a du personnel qui est associé au support à la garantie. Ça fait partie des coûts de défaillance externe comme tel. Les coûts de défaillance interne, ce sont les coûts qui sont encourus lorsque un problème survient lors de la production comme telle du produit. Une mauvaise matière, par exemple, elle est trop friable, ce qui fait en sorte que ça brise pendant la production. On remplace, ça peut être tout simplement reprendre la matière, ça peut être on arrête la production, puis on va chercher une nouvelle matière. Ça fait partie des coûts de défaillance interne. C'est différent des coûts de contrôle. Le fait de faire un test pour voir si la qualité ou la non-qualité est présente à un poste de travail, ça fait partie des coûts de contrôle. Ce n'est pas un coût de défaillance interne. Alors allons-y avec du côté des coûts des plans et programmes. Les coûts de contrôle comme tels, c'est le personnel qui est en place afin d'effectuer les tests de contrôle de la qualité. Ce sont les échantillons qui sont pris et qui ne sont pas retournés en production. Les échantillons qui sont pris pour faire des tests de qualité. Un test destructif, par exemple, ça ne permet pas de reprendre le produit en cours. Je prends l'exemple de la résistance à la pression d'un bloc de ciment. Pour tester la résistance à la pression, on prend un bloc, on applique une pression jusqu'à éclatement. On note ensuite, ça a été quoi la pression jusqu'à éclatement. Mais comme tel, le bloc de ciment, il est perdu. C'est un test pour faire du contrôle de la qualité, mais c'est un test destructif. Le produit, son coût en termes de matières premières, frais généraux, puis main-d'œuvre directe, il se retrouve tout simplement jeté. Alors, ça fait partie des coûts de contrôle. Tous les échantillons font partie de ça. J'ai dit le personnel qui effectue les tests, ça fait partie des coûts de contrôle. L'instrumentation qu'on utilise pour faire le contrôle de la qualité, ça fait partie des coûts de contrôle. L'espace occupé dans l'usine, peu importe, ça fait partie des coûts de contrôle aussi. Les coûts de prévention, eux, c'est pour faire de la formation. On envisage, par exemple, d'aller vers une certification ISO 9000, bien, il va y avoir différentes actions qui vont être entreprises. Ça va faire partie des coûts de prévention. Lors de l'établissement de notre norme, ça va faire partie des coûts de prévention. Il va y avoir de la formation, il va y avoir de la communication, il va y avoir des rencontres pour déterminer quels sont nos processus, ainsi de suite. Ça fait partie des coûts de prévention à ce moment-là. Les phases de décision pour l'entreprise, c'est essentiellement selon la structure hiérarchique. D'un point de vue stratégique, on détermine comme entreprise qu'est-ce qu'on veut comme niveau de qualité. D'un point de vue tactique, on va définir notre politique qualité. Alors, d'un côté, on va dire, on veut aller, par exemple, vers une certification, une norme de qualité en particulier, mais ensuite, on va, comme tel, plus la préciser. Donc, quelle va être notre politique qualité. Puis, sur le plan vraiment opérationnel, il s'agit d'utiliser ce qu'on appelle le manuel de qualité. Ce n'est pas nécessairement un ouvrage sur papier, mais comme tel, c'est ce qu'on met en place et qu'on utilise jour après jour. Ça fait partie
de ce que j'appelle le manuel de qualité.